Bonjour, l'objet de cette courte vidéo est de vous présenter le cahier numéro 34, publié en novembre 2020 par le comité maîtrise des risques opérationnels de l'IESF, dont je fais partie. Ce cahier est dédié au sujet suivant: cyberrisques, les bonnes pratiques des PME pour y faire face. Le comité des risques opérationnels de l'IESF publie régulièrement depuis sa création des cahiers dont la principale vocation est de proposer des recommandations simples et pratiques, en particulier à l'attention des dirigeants de PME. Donc le cahier numéro 34, vous le retrouvez sur la liste que je vous présente ici, et j'attire votre attention sur le fait que l'ensemble de ces cahiers constitue ma foi, une démarche qu'on espère assez cohérente, et en particulier le lien avec le récent cahier numéro 39, publié en juin 2022, consacré à la résilience, est un lien tout à fait pertinent sur lequel je vais revenir à propos de la présentation de ce cahier. Le contexte du cahier dédié au cyber-risque est celui d'une nécessaire prise de conscience, comme la plupart des cas quand il s'agit d'analyse de risque, bien sûr. Mais ici, on est confronté quand même à une situation un peu particulière qui est celle du développement de la transformation digitale dans l'ensemble des secteurs d'activité des entreprises, des administrations et de notre vie quotidienne, de citoyens, de consommateurs aussi, à travers les plateformes. Donc cette transformation digitale est à la fois évidemment une opportunité, un multiplicateur d'efficacité, parce que les échanges sont permis de façon plus rapide, sont permis en ouvrant largement des réseaux au-delà des frontières. Donc l'international est beaucoup plus immédiatement accessible pour ceux qui le souhaitent, pour leurs activités. Et puis les données deviennent la ressource critique, et elles sont évidemment gérées à travers les outils de la transformation digitale. Mais en même temps, c'est un multiplicateur d'exposition au risque cyber, puisque les systèmes d'information sont de plus en plus décentralisés, sont de plus en plus interconnectés. Donc le contrôle des systèmes d'information devient un sujet plus difficile. L'Internet des objets ne va certainement pas contribuer à simplifier cette situation, va au contraire la rendre de plus en plus complexe, les machines étant appelées à communiquer directement entre elles sans intervention humaine. Et ces communications pouvant être l'objet de cibles d'attaque. La plupart des collaborateurs des entreprises maintenant travaillent aussi en dehors du cadre physique de l'entreprise, chez eux, en déplacement, avec le développement des appareils nomades, téléphone portable, ordinateur portable, et en parallèle, les attaquants potentiels ne restent pas inactifs, puisque leur mode d'attaque évolue, sont de plus en plus sophistiqués, ils apprennent à contourner les barrières. Donc le résultat, c'est que toutes les organisations sont exposées au cyber-risque. C'est, je pense, la prise de conscience dont nous devons tous être alertés. Les organisations, ce sont les entreprises, ce sont aussi les administrations, ce sont les services publics, on l'a vu récemment à travers les hôpitaux, et ce sont in fine aussi les structures de l'État, puisqu'on a vu récemment des attaques aux États-Unis viser directement les services du Trésor et des infrastructures critiques. Pour les PME-PMI, une particularité est que les conséquences d'une attaque cyber peuvent être dramatiques pour elles. Elles sont potentiellement plus fragiles aux conséquences d'une attaque que des grandes structures qui ont depuis longtemps déjà appris à mieux se protéger et qui, on le voit, restent néanmoins susceptibles de faire l'objet d'attaques sévères. Alors dans les PME-PMI, on a classiquement une liste de bonnes et mauvaises excuses pour ne pas s'occuper de cybersécurité, à commencer par nous n'avons pas les moyens, il n'y a rien à voler chez nous. Alors il n'y a rien à voler chez nous est particulièrement intéressant parce que les PME-PMI, même si elles ne détiennent pas d'informations critiques, sont insérées dans une chaîne entre fournisseurs et clients qui peut remonter jusqu'à des entreprises qui, elles, peuvent constituer des cibles particulièrement intéressantes, même si
au sein de la PME-PMI, il n'y a pas d'information particulièrement sensible. Il faut être conscient que la PME-PMI insérée dans sa chaîne de connexion peut constituer une porte d'entrée utilisable par des individus malveillants pour attaquer notre cible le long de la chaîne interconnectée. Plutôt payer qu'investir pour rien en avance, c'est aussi une excuse mauvaise souvent. C'est un sujet trop technique. Une des ambitions du présent cahier est de montrer que ça n'est pas uniquement un sujet technique. Faire un audit coûte trop cher, mes concurrents n'ont rien fait, etc., etc. La liste des mauvaises excuses est fort longue, mais il faut repositionner par rapport à ces mauvaises excuses ce qui est l'objectif prioritaire de s'occuper de cybersécurité pour une PME, pour une entreprise en général, c'est améliorer la résilience de l'entreprise. Alors les pouvoirs publics évidemment sont actifs sur le sujet et je mentionne ici l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui a publié dès février 2021 un guide spécifiquement dédié aux TPE-PME. Et l'ambition de ce cahier, en parallèle, est de fournir en complément des éléments pour sensibiliser, si nécessaire encore plus, les dirigeants de PME-PMI et les personnels de PME-PMI, et proposer des recommandations concrètes pour prévenir, se protéger et réagir. Finalement, c'est quoi améliorer la résilience dans l'entreprise? C'est maintenir la disponibilité, l'intégrité, la continuité de ses activités. Et c'est aussi maintenir la confidentialité des données de l'entreprise et de ses collaborateurs, ce qui est devenu aujourd'hui une obligation réglementaire avec la RGPD au niveau européen. Quelques orientations simples à l'usage des responsables qui sont développées dans le cahier. La première des orientations est de conduire une analyse de risque dédiée au cyber-risque dans ce cas-là. C'est une recommandation générale dans toute approche des risques pour l'entreprise. Et dans le cas de la cybersécurité, comme je l'évoquais tout à l'heure, le fait qu'une chaîne ne vaut que par son maillon le plus faible est particulièrement vrai, particulièrement pertinent. Donc comment que prendre en compte dans cette analyse de cyber-risque? D'abord une hiérarchisation des risques, toutes les données, tous les logiciels n'ont pas à être protégés avec le même niveau d'exigence, ils n'ont pas tous les mêmes conséquences en cas de perte ou de défaillance pour l'entreprise. Formaliser le résultat de cette analyse, ça n'est pas un élément négligeable puisque c'est un élément qui va permettre de partager la hiérarchisation des risques avec l'ensemble des personnels de l'entreprise. On peut s'appuyer sur une échelle de sûreté simple à 3 niveaux qui est proposée dans le cahier. Il n'est pas nécessaire d'aller forcément dans un grand détail pour mener cette formalisation de l'analyse. Ensuite, traiter les risques. Alors, on n'arrivera peut-être pas à traiter tous les risques en une fois. C'est un chemin progressif vers une amélioration de la cybersécurité qui est proposé. Mais à minima, les actions qu'on qualifie souvent d'hygiène informatique sont nécessaires à mettre en œuvre dès le départ. Toutes les entreprises n'ont pas le même niveau de maîtrise, n'ont pas les moyens forcément d'avoir un niveau élevé de maîtrise des outils et des systèmes d'information. Donc on peut s'inspirer d'un petit questionnaire d'autodiagnostic qui est proposé dans le cahier pour avoir une évaluation de là où on part. Analyser les exigences réglementaires et les engagements contractuels, c'est clair, j'ai mentionné la RGPD tout à l'heure pour le réglementaire, et le long de la chaîne dont il est question ici, les engagements contractuels vont à la fois vers le côté des fournisseurs et vers le côté des clients. Et enfin, tirer les leçons des attaques ou des incidents passés éventuels. Alors j'y reviendrai parce que c'est un point important sur la façon de progresser vers une amélioration de la cybersécurité. Deuxième volet des orientations simples, identifier les facteurs influents. Alors ces facteurs influents peuvent être liés au contexte, peuvent être des facteurs techniques, des facteurs humains et organisationnels. Dans le contexte, je mentionnerai le risque d'image. Pour un certain nombre d'entreprises, y compris des PME, la réputation est un élément essentiel de la valeur de l'entreprise. Et toute attaque, par exemple via les réseaux sociaux visant à dégrader la réputation de l'entreprise, a immédiatement des conséquences dramatiques en termes commerciaux.
Sur le volet technique, on trouve comme facteur influent le choix des matériels et de l'architecture du système. On trouve aussi la surveillance des réseaux et ne pas oublier la numérisation des procédés industriels, puisque dans les éléments techniques qui peuvent être l'objet d'attaques cyber, il n'y a pas seulement les systèmes d'information. Il peut aussi y avoir les automates programmables, les automates de contrôle de procédés industriels, qui sont, même s'ils ne sont pas directement connectés au système d'information, en eux-mêmes potentiellement des cibles, comme le sont les objets connectés que je mentionnais tout à l'heure. Enfin, les facteurs humains et organisationnels, les services d'information, enfin les services de gestion des systèmes d'information peuvent être soit internes si l'entreprise a la capacité de l'avoir organisé, soit s'appuyer sur des prestataires externes. Les personnels utilisant explicitement dans leur fonction les moyens informatiques de l'entreprise ne sont pas les seuls à être concernés par la sensibilisation et par les éventuelles menaces. L'ensemble des personnels peut l'être, y compris à travers l'utilisation des appareils nomades à domicile, comme je l'évoquais précédemment. Et enfin, les procédures et les sauvegardes relèvent aussi des facteurs influents à identifier. Deux chapitres très simplement pour résumer les recommandations qui sont détaillées dans le cahier. Alors, le premier chapitre, prévenir et se protéger. Tout le monde aujourd'hui installe des outils de protection sur les postes de travail et sur les réseaux. Encore faut-il que ces outils soient de qualité, pertinents et à jour. Les mots de passe sont une vraie guerre pour tout le monde, hein, reconnaissons-le. L'échanger régulièrement, en particulier, est une corvée face à laquelle on recule souvent, mais ça fait clairement partie des mesures indispensables pour se protéger. La gestion des logiciels dans leur version obsolète, la gestion des actualisations des logiciels, la suppression des logiciels qui ne sont pas utilisés régulièrement et qui sont restés dans un coin des systèmes, ça consiste à faire le ménage dans l'ensemble des logiciels et à en avoir les versions à jour, avec les licences à jour. Et souvent, quand tout fonctionne, on se dit c'est pas la peine de regarder. Bah si, c'est la peine de regarder quand même dans les coins s'il n'y a pas quelque chose qui traîne et qui pourrait faire constituer une espèce de sucrerie, de gourmandise pour des attaquants potentiels, parce que précisément c'est présent dans le système et ça n'est pas souvent utilisé, donc on peut de l'extérieur avoir envie de travailler dessus pour créer une porte d'entrée. Effectuer des sauvegardes régulières, certes, je pense que la plupart d'entre nous et surtout la plupart des entreprises le font, mais stocker physiquement sur un site séparé est une mesure supplémentaire qui vraiment a de la valeur. Cette valeur apparaîtra si malheureusement il est besoin de restaurer complètement le système à partir d'une sauvegarde externe. Ça a été le cas récemment pour une grande entreprise de transport maritime qui a ces sauvegardes de ce tel système dans une de ces antennes fort loin dans le monde. Maîtriser la navigation sur Internet de l'ensemble des personnels, qui à la limite entre la liberté des individus et la contrainte imposée par l'entreprise. Donc il faut être nuancé et respectueux aussi de la liberté individuelle, mais il est clair que les accès à Internet constituent des surfaces d'exposition. Il faut les gérer et à la fois par procédure et par des outils techniques correctement. Séparer les comptes administrateurs des comptes utilisateurs. Filtrer et identifier les messages extérieurs des messages internes. La plupart des cas d'attaque proviennent au départ d'injection par des messages extérieurs, donc bien séparer ce qui circule à l'intérieur des collaborateurs de l'entreprise et ce qui vient de l'extérieur. Là, on est aussi face à un paradoxe, parce qu'évidemment, faciliter la fluidité des échanges avec l'extérieur fait partie des atouts de compétitivité de l'entreprise, fait partie de sa réactivité, fait partie de sa façon de profiter des atouts de la transition numérique. Donc, il faut absolument pas limiter cet aspect-là, mais il faut le maîtriser et au moins l'identifier dans un périmètre clairement délimité, qui est celui des messages extérieurs. Créer un réseau privé virtuel sécurisé VPN est un autre moyen technique pour séparer les domaines et limiter éventuellement la propagation d'éventuelles attaques. Enfin, j'insiste beaucoup,
mener des exercices à froid avec un expert. Il y a beaucoup d'offres sur le marché qui existent aujourd'hui adaptées aux tailles des différentes entreprises pour mener de tels exercices. C'est nécessaire et c'est probablement l'une des meilleures façons de se rendre compte de la situation dans laquelle on est, et ça doit être régulièrement actualisé en insérant les retours d'expérience, comme je l'indiquais tout à l'heure, d'éventuelles attaques ou d'éventuelles suspicions d'attaques qui auraient pu survenir. Deuxième volet des recommandations, détaillées dans le cahier, réagir en cas de suspicion d'attaque ou d'attaque. Bon, premier point, informer la personne en charge, donc ce qui signifie qu'une personne en charge doit être désignée. Le RSSI est responsable de la sécurité des systèmes d'information de l'entreprise si l'entreprise en dispose, ou le prestataire externe si l'entreprise a recours pour la gestion de systèmes d'information à un prestataire externe. Déconnecter les machines compromises le plus vite possible. Éviter de se connecter avec l'agresseur, donc là on est dans le scénario de son par exemple, rechercher les traces de compromission, on commence à entrer dans des domaines qui nécessitent une expertise, on peut s'appuyer pour ça sur des prestataires externes aussi, il faut l'avoir anticipé. Réinstaller le système d'exploitation en réinstallant en priorité les applicatifs de sécurité. Et enfin, j'y reviens, analyser la crise, en tirer les leçons et intégrer cette crise ou cette suspicion de crise dans les futurs exercices. Recommandation majeure en cas de crise, entrer en relation avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui communique très largement à la fois des recommandations via son site, et met en place une plateforme de niveau gouvernemental, cybermalveillance.gouv.fr, permettant de déclarer les suspicions d'attaque ou les attaques, et permettant à ce moment-là à des experts en lien avec l'ANSSI d'accompagner dans la gestion de crise les entreprises qui auraient pu avoir à subir une telle attaque. En conclusion, ce cahier numéro 34 donc de l'IESF, préparé par le comité maîtrise des risques opérationnels autour des questions de cybersécurité et en particulier dédié aux PME, a l'ambition de fournir des éclairages très simples et très pragmatiques. Non pas pour être parfait, la cybersécurité ne sera jamais parfaite, les attaquants feront toujours des progrès, bien, ok, mais au moins on peut progresser, et une des ambitions de ce cahier est de montrer qu'on peut progresser non seulement sur le plan technique, ça n'est pas un sujet uniquement technique, mais aussi sur les plans humains et organisationnels. Le cahier est accessible à tous sur le site de l'IESF via le lien que je vous fournis ici. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.